Bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis Sandy Becky. Je suis Laure Képès. Vous écoutez À la croisée des âmes, le podcast qui met les âmes en dialogue. Territoire vivant de nos aspirations et transformations, l'âme demeure une source inépuisable de questionnement. Chaque mois, nous recevons 2 invités issus d'univers différents. Artistes, entrepreneurs, dirigeants, philosophes, scientifiques, écrivains viendront nous rejoindre pour explorer l'âme en lien avec un sujet de société pour que chaque voix unique contribue à tisser une toile de savoir riche et complexe. C'est grâce à votre engagement et votre soutien que notre podcast, À la croisée des âmes, se fait connaître auprès d'un large public. Alors abonnez-vous, likez, partagez autour de vous et suivez-nous sur Instagram et LinkedIn. Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la croisée des âmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme et d'un sujet parfois tabou, chargé d'émotions, de peurs, de fantasmes, et qui se trouve au cœur de nos préoccupations les plus intimes, l'argent. Le flouze, la moula, le blé, le fric, l'oseille, la maille, le pognon, la thune, une multitude de petits mots familiers pour parler d'argent et qui pourtant cachent une réalité beaucoup plus complexe. Moyen d'émancipation et d'autonomie pour les uns, outil d'aliénation ou instrument de domination pour les autres, l'argent suscite fascination et répulsion. Dans cet épisode, nous allons évoquer ce que l'argent dit de nous, de nos blessures, de notre quête de sens, et tenter de répondre à cette question: est-ce que notre relation à l'argent peut être un levier puissant d'élévation de notre âme ? Et pour en parler avec nous, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans ce studio 2 invités qui nous ont fait l'honneur de venir, l'un de Suisse, l'autre des États-Unis. Avec nous, Christian Junod. Christian, tu es ancien banquier, auteur, conférencier, coach. Tu es expert de la relation à l'argent dans le monde francophone. Et à travers tes travaux, tu démontres que la véritable liberté financière n'est pas un montant accumulé, mais le fruit d'une paix intérieure. Pour toi, l'argent n'est qu'un écran blanc sur lequel nous projetons nos croyances, nos peurs, mais également nos rêves et nos ambitions. Christian, bienvenue et merci d'être venu de Suisse. Merci, bonjour à tous. Et à tes côtés, Olivier Camino. Olivier, tu es cofondateur de Foundever, qui est leader mondial de l'expérience client. Tu es un entrepreneur engagé et récemment, tu as créé avec ton épouse Dorothée une fondation qui s'appelle Altitude, faisant de l'argent un outil pragmatique pour démultiplier votre impact sur le monde, notamment dans l'éducation. Et on peut dire que toi, Olivier, tu incarnes une sorte de réconciliation entre la richesse extérieure et la richesse intérieure. Bienvenue à toi, Olivier, et merci de t'être déplacé depuis les États-Unis. Merci et bonjour à tous. Et bienvenue aussi à celles et ceux qui nous écoutent. Et nous savons qu'il y a parmi vous des fidèles de ce rendez-vous mensuel depuis le premier épisode. Alors, je vous rappelle aussi, Christian et Olivier, que ce podcast est une conversation à 4 voix. Donc, sentez-vous libre de vous poser mutuellement des questions, de réagir sur vos réponses respectives. Nous, on adore quand nos invités discutent entre eux et nous oublient finalement. Alors, pour commencer, c'est un rituel que l'on a à chaque fois au début de chaque épisode. C'est un peu le portrait chinois de l'âme. Vous avez devant vous 6 cartes qui sont retournées et derrière chacune se cache une question. Alors, je propose qu'on commence avec toi, Olivier. Est-ce que tu peux choisir une carte, nous lire la question et y répondre ? D'accord, eh bien c'est parti. Donc la question, si l'âme était un lieu, ce serait ? Donc j'ai envie de dire, la réponse me semble assez évidente, donc ce serait la montagne. Déjà parce que c'est vrai que je suis un grand fan de montagne depuis très très longtemps. Et en plus je pense si on le ramène à l'âme, la montagne fait penser à l'élévation. Donc immédiatement on voit par rapport à l'élévation de l'âme. Il y a dans la montagne aussi je pense une notion de beauté, mais de beauté pure, quelque part un peu minérale souvent. Donc je pense que la question de la recherche aussi par rapport à l'âme, ça me paraît important. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans la montagne, c'est qu'il y a la notion aussi de rudesse, d'effort. Et donc là aussi, se dire comment progresser dans son chemin de vie, ça se fait pas d'un coup, mais c'est vraiment un travail et sur soi et un chemin de vie. Donc voilà, donc pour toutes ces bonnes raisons, je pense que la montagne me semble pour moi le bon lieu.
Merci. Merci, c'est très beau. J'aurais répondu la même chose d'ailleurs. Formidable. En y ajoutant une chose, c'est que pour moi, dans la notion d'aller en montagne, il y a quelque chose qui se ralentit automatiquement, de par le manque d'air, de par l'effort. Et dès qu'il y a ralentissement, il y a connexion à plus grand, qui est pour moi beaucoup plus évident ou facile en tout cas. Alors, Christian, toi, tu veux choisir une carte? Si l'âme était un plat, ce serait... Je dirais en tout cas que ça parlerait pour moi de tout ce qui est fait avec amour, que ça peut être des légumes. Mais je pense aussi à un ami qui me disait qu'il était dans un lieu un peu reculé et comme il y avait des invités étrangers comme ça, ils avaient décidé d'offrir la seule poule qu'ils avaient et qu'ils avaient passé tout l'après-midi à la caresser, à lui parler, à la remercier. Vraiment, ils l'avaient honorée et je trouvais que c'était beau quelque part aussi et ça me fait aussi penser à la notion de c'est pas juste un animal, c'était plus que ça et quelque part donc tout ce qui est fait avec amour, pour moi, ça correspond à ça en tout cas. Oui, donc un animal qui allait aussi participer à ce moment de rencontre avec ses amis, cette convivialité, ce temps de partage. Mais ça serait aussi les légumes, la même chose aussi, tout ce qui est de la nature, dont on va prendre soin. Avec gratitude. Absolument. Ouais. Pour poursuivre, on le disait en introduction, Christian, pour toi, l'argent, c'est comme un écran blanc de cinéma sur lequel on projette nos croyances. Alors, dans quelle mesure, justement, notre relation à l'argent est en réalité une sorte de miroir de notre âme qui vient révéler nos aspirations et nos manques profonds également, dont tu parles? Oui, je dirais peut-être le piège, justement, c'est que en projetant des choses sur l'argent, comme la sécurité, la liberté, ma valeur, ou alors source de conflit ou de l'injustice, pour prendre quelques exemples typiques, quelque part, on en crée des croyances qui fait qu'on va ou peut-être s'accrocher à l'argent parce qu'on veut plus de la chose qui serait la liberté, sécurité, ou on va repousser l'argent parce que je veux pas de conflit, d'injustice, donc je repousse l'argent. Et quelque part, ces fonctionnements-là, justement, nous coupent de notre être plus profond parce que c'est l'ego qui va s'emparer de ce fonctionnement avec toutes les peurs ou les rejets associés. Et je pense que justement, c'est cette pacification qu'on a vis-à-vis de l'argent, et pas que de l'argent d'ailleurs, mais vis-à-vis de l'argent en l'occurrence, qui fait qu'on pourrait être plus aligné, plus à l'écoute de ce qui est juste pour nous et plus connecté à plus grand que nous. Tu parles beaucoup de manque d'amour de soi ou de confiance en soi quand on court frénétiquement après l'argent, quand certains courent frénétiquement après l'argent. Qu'est-ce que ça dit des manques profonds d'une personne selon toi ? Ce que je trouve, ce qui est fascinant, tant dans mon métier de banquier, conseiller en placement financier, que j'étais pendant 17 ans, et cette spécialité que j'ai aujourd'hui, c'est de voir que même les gens extrêmement riches, donc multimillionnaires, voire probablement milliardaires, ont peur de manquer, pour une partie d'entre eux évidemment. Donc on voit bien que la peur de manquer n'est pas une question d'argent, ça se passe à un autre niveau, effectivement un niveau plus profond, dont les personnes ne sont pas toujours conscientes, mais simplement ça veut dire que il y a effectivement beaucoup de blessures, de manque affectif, de manque d'amour, qui fait que qui vont se manifester par aller le rechercher à l'extérieur, plutôt qu'apprendre à se le donner soi-même. Et Olivier, qui est chef d'entreprise, j'imagine, a dû voir ça ou voit ça, des chefs d'entreprise qui courent après le succès sans savoir que c'est, ou après plus de bénéfices ou de chiffre d'affaires, mais c'est autre chose qu'ils cherchent derrière. Je ne sais pas comment ça te parle. Oui, non, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que le rapport à l'argent dans l'entreprise est souvent un peu compliqué, il faut le dire. Surtout en France, c'est vrai, on sait aussi qu'il y a un rapport à l'argent qui est extrêmement compliqué. Moi, j'ai la chance de vivre aux États-Unis et puis d'avoir habité en France. C'est vrai que le rapport à l'argent est différent. Et j'ai envie de dire, en tout cas dans ma conception ou dans ce qu'on cherche, je crois assez à ça, l'argent étant le révélateur peut-être de personnalité, de manque, de besoin, de croyance. Pour moi, quand je regarde l'argent, je le vois surtout comme un moyen. Et en fait, je pense que quand on le considère comme un moyen, c'est un moyen d'action, c'est un moyen de faire, et non pas une fin. Je pense que quand on court après l'argent pour une fin, on court peut-être comme étant un élément de... Après, ça dépend de ses propres postures, mais on peut considérer que c'est un élément de respectabilité, ou de sa place dans la société, ou du regard aux autres. Alors que quelque part, je pense que ça nous renvoie à nous-mêmes et à ce qu'on pense être finalement notre échelle de valeur. Donc, je veux dire, l'argent, c'est très personnel en fait, dans la façon dont on l'appréhende. Et effectivement, ça révèle pas mal de qui nous sommes en tant qu'être humain, ou en tout cas, si c'est pas qui nous sommes, de la façon dont on se développe, parce qu'on évolue beaucoup aussi au travers des années. Et je voudrais revenir sur ce que tu disais, Christian,
par rapport à cette insécurité. Et si je me souviens bien, quand on a préparé cet épisode, tu nous disais que toi aussi, tu avais connu cette peur de manquer. Et on l'a dit, hein, tu as été un ancien banquier, donc ça peut paraître peut-être un peu paradoxal, mais comment tu es passé de ce banquier qui avait cette insécurité aussi vis-à-vis de l'argent à un expert de la relation à l'argent et finalement à cette paix intérieure avec ce sujet qui cristallise tellement de choses, comme vient de le dire Olivier. En fait, je crois que déjà, quand on accompagne des personnes, on peut bien accompagner des personnes si c'est un sujet qu'on a traversé soi-même. Si j'avais jamais eu de problème avec l'argent, que j'avais toujours été paisible, je pense que j'aurais rien apporté à mes clients. Donc, d'avoir été ce banquier bien payé, bien mieux payé que la moyenne, et pourtant avec cette peur de manquer qui influençait et mes comportements et qui avait une incidence sur ma famille, mes enfants, et voilà, la manière dont j'appréhendais les choses et toutes les tensions que ça peut amener également dans la famille, fait que, à un moment donné, quand j'ai enfin pris conscience, grâce à mon fils qui m'a, je dirais, traité de radin autour de la table, voilà. Un moment un peu compliqué pour moi, de grand vide, parce que j'ai eu ce réflexe immédiat dans ma tête, qui était de me dire, s'il pense que je ne suis pas assez généreux avec lui, c'est bien de ça qu'il s'agissait, peut-être qu'il pense que c'est parce que je ne l'aime pas. Vous voyez, c'est intéressant, c'est l'histoire que je me suis racontée. Je ne suis pas allé vérifier, heureusement, je suis sûr qu'il aurait dit non, mais d'avoir imaginé cette histoire m'a tellement bouleversé intérieurement que je me suis dit, waouh, il faut que je change quelque chose. Et mon épouse, c'est un moment qu'elle me dit, Christian, quand même, t'es trop tendu avec l'argent et tout, je ne voulais rien entendre. Et là, c'était cet électrochoc dont j'ai eu besoin. Et on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et c'est là que, peu de temps après, j'ai rencontré Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur le rapport à l'argent. Et je suis devenu son organisateur d'ateliers en Suisse francophone. Il m'a permis de faire ce travail en même temps que j'organisais, que je participais à tous les ateliers que j'organisais. Et au moment où je me suis fait licencier en 2009 suite à la crise des subprimes, j'avais fait vraiment une grosse partie, je dirais, du chemin qui n'est jamais terminé de pacification de la relation à l'argent. Donc là où j'avais des peurs avant, malgré des bons revenus, je partais avec une feuille blanche et j'étais très confiant. Et j'aimerais juste terminer avec ça, c'est vraiment de faire la différence entre avoir des problèmes d'argent et des problèmes avec l'argent. Je n'avais aucun problème d'argent, j'avais beaucoup d'économies, je n'en manquais pas, mais j'avais des problèmes avec l'argent. Et là, c'est vraiment une nuance, mais une nuance importante. Tu ne sais pas comment ça résonne pour toi, Olivier ? Non, j'ai envie de dire, l'argent est un petit peu un piège, en fait, aussi, quand on y réfléchit, parce que, à quelque part, en tout cas, moi, dans mon cheminement, c'est vrai que quand j'ai commencé mon entreprise, donc il y a maintenant 1994, donc ça remonte, j'avais pas d'argent, en fait. Et donc, chaque fin de mois était pas compliqué, mais en tout cas sous tension, parce que il y avait des salariés à payer, et ce qu'on pouvait nous verser en salaire, à ce moment-là, c'était des dividendes, dépendait un petit peu de ce qui restait. Donc c'est vrai qu'on a vécu pendant quand même 4 ans comme ça avec mon associé. Et donc, du coup, sans plaindre jamais. C'est-à-dire qu'on était très heureux, très honnêtement, et on était dans la passion, on était dans le projet. Et l'argent, comme je le disais, était un moyen pour nous de pouvoir payer des personnels, des loyers, etc., etc. Et puis, petit à petit, quelque part, plus on avance dans le succès, plus on gagne de l'argent, et plus on peut s'habituer aussi. Et je pense qu'il y a toujours eu chez moi en tout cas, cette notion de cette exigence de se dire quelle est la bonne attitude face à l'argent, comment l'utiliser, comment en parler, qu'en faire. Et je pense que ça, c'est des choses qui ont toujours résonné, en fait. Je me suis toujours posé ces questions-là et jamais considéré que c'était un acquis. Et en même temps, peut-être que c'est un petit peu un point non pas choquant ou autre, mais il y a toujours cette question aussi de est-ce qu'on l'a vraiment mérité quelque part. C'est-à-dire que il y a le rapport avec gagner tant, finalement, sur une échelle, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Et j'ai pas la réponse, mais c'est toujours des questionnements, je pense, qu'on ne cesse d'avoir. Et d'ailleurs, tu dis c'était jamais acquis. Au début, c'était difficile. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'origine avec tes amis pour créer cette entreprise ? Et au fur et à mesure du succès, est-ce que toutes ces questions que tu avais dès l'origine, elles ont bougé, puisque l'entreprise aujourd'hui est leader mondial, donc y a un succès financier, mais pas que évidemment. Est-ce que c'était pas du tout votre objectif de faire un succès financier et de faire fortune ? Qu'est-ce qui vous a motivé profondément à l'origine ?
Je veux dire, moi j'ai eu la chance de rencontrer mon associé dans l'école de commerce qui était le Schema à Nice qu'on a fait ensemble. Et donc, qui est quelqu'un avec qui j'avais déjà partagé 3 années de vie commune, j'ai envie de dire, à l'école. Donc, dans la genèse de l'entreprise, c'est avant tout un projet de copains, d'amis. Et donc, la motivation profonde, ça a toujours été de faire quelque chose ensemble. Et donc, ça n'a pas été de gagner de l'argent, ça a été de dire, est-ce qu'on peut porter un projet ensemble, parce qu'on avait envie de poursuivre quelque part l'aventure qu'on avait commencé en tant qu'étudiant. Du coup, je pense que ça joue beaucoup dans la façon après dont on construit le succès. Et après, l'évolution, pour moi, je l'ai jamais... j'ai jamais mis ni de somme, ni de quoi que ce soit là-dessus. Ça a toujours été le projet. C'est de dire... effectivement, comment développer cette entreprise en France, comment ensuite en faire un leader mondial, comment gérer ces problématiques. Notre métier est fait d'hommes, donc ces problématiques humaines incroyables qu'on a gérées dans tous les pays, et donc développer du sens dans tout ça. Donc j'ai envie de dire, je peux dire en toute honnêteté, l'argent n'est pas le moteur. Encore une fois, l'argent est important parce que c'est un moyen, et c'est vrai que du coup, c'est un moyen de pouvoir faire grandir l'entreprise et de la développer. Mais voilà, il faut le prendre comme un moyen. Et donc, c'est toujours comme ça que j'ai appréhendé. Peut-être une question, est-ce qu'avec ton associé, donc ami d'études, est-ce que ça a toujours été fluide, justement, au niveau de l'argent? Il y a les mêmes perceptions? Est-ce que la relation est restée la même avec, je dirais, la grandeur de l'entreprise telle qu'elle est devenue aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est une chance incroyable, mais on a cette relation privilégiée de pouvoir, en fait... dans les hauts comme dans les bas par rapport à l'argent et à d'éventuelles discussions qui peuvent être des discussions à un moment donné ou de réalisation ou pourquoi pas d'acquisition ou de vente ou des choses qui peuvent effectivement avoir un impact sur notre personne en tant qu'actionnaire. J'ai envie de dire, on a toujours été très très alignés et je pense nous avons les mêmes valeurs. Donc quelque part, quand on dépassionne un peu les débats et qu'on revient finalement à ce qui compte le plus, on se retrouve immédiatement. Donc ça facilite ensuite grandement les discussions et notre alignement. Super. Ça, c'est précieux parce que les logiques, ta question, Christian, souvent dit l'ami et l'argent, c'est un peu comme l'eau et l'huile. Enfin, c'est pas toujours évident, donc c'est précieux. Vous avez réussi à construire quelque chose de formidable humainement. Oui, on a cette chance. J'ai envie de dire, l'argent et l'ami, oui, mais on pourrait dire... nous, ça fait, donc j'ai démarré en 94, donc ça fait 32 ans. Et on est amis et associés depuis 32 ans. Et ça aussi, généralement, c'est pas très courant. Donc c'est vrai que, c'est assez précieux, oui. Et alors, pour poursuivre un petit peu, Christian, tu parles souvent du caractère toxique de l'expression « gagner sa vie », en fait, qui induit inconsciemment comme si on ne gagnait pas d'argent, on risquait de mourir, en fait. Est-ce que tu peux justement nous dire qu'est-ce que cette angoisse de survie? Est-ce que c'est un risque d'éloigner notre âme un peu de notre mission et finalement nous enfermer dans des métiers dans lesquels on pourrait s'éteindre à petit feu? Alors déjà, c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Je connais malheureusement énormément de monde qui sont dans un emploi qui ne leur convient plus. On a même une horrible expression, on parle d'un emploi alimentaire, ça veut dire. Et à un moment donné, moi-même, j'étais prisonnier à la banque aussi à cause de mes peurs en lien avec l'argent, du changement, des conséquences financières. Si j'écoutais vraiment ce qui m'appelait, et je rencontre beaucoup de personnes qui disent oui, je voudrais bien, mais entre guillemets, je n'ai pas le choix. Le fameux « il faut bien gagner sa vie ». Et donc, dans gagner sa vie, comme une chose n'existe pas sans contraire, le contraire de gagner, c'est perdre. Perdre sa vie veut dire mourir. Donc, dans l'inconscient, quand on dit « il faut gagner sa vie », c'est-à-dire qu'il y a une histoire de vie ou de mort qui se joue. Et j'aime bien rappeler quand même que on ne meurt pas par manque d'argent, on meurt par manque de nourriture, d'air, de soins, d'abri pour se protéger du chaud, du froid ou d'un prédateur. Et c'est vrai que je ne nie pas que l'argent est le moyen préféré de se fournir un logement ou de la nourriture. Mais si on supprime l'argent demain, nous n'allons pas mourir. Ça va être un peu compliqué, il y aura un peu de chaos, pour Olivier encore plus que pour moi. Mais je veux dire, on va trouver d'autres manières de faire, et ce sera forcément très différent, mais on ne meurt pas. Mais simplement, on se comporte avec l'argent comme si c'était une question de vie ou de mort. Et ce qui rajoute beaucoup de pression et de tension. Et effectivement, je pense qu'il nous empêche vraiment de nous connecter à notre âme, à là où on se sent appelé quelque part, parce qu'on est dans quelque chose encore une fois, ce sont les peurs qui dirigent nos actions plutôt que quelque chose de plus confiant et de plus aligné. Donc, si demain, l'argent disparaissait de l'équation, et la question est pour tous les deux, qu'est-ce qui vous resterait et qu'est-ce qui nous resterait? Oui, okay. Bien sûr. Je pense qu'il reste quand même, c'est les relations. Les relations entre personnes, les gens autour de nous.
les gens envers lesquels on prend soin. Et je pense que c'est ça, en fait, parce que finalement, ce qui nous constitue en tant qu'humains, même si aujourd'hui on en parle beaucoup avec les technologies, etc., mais ça reste pour moi ce tissu de relations que l'on noue, ce tissu d'amis, de vrais amis qu'on a, l'environnement familial. Et je pense que demain, probablement si l'argent disparaissait, on reviendrait très vite là-dessus finalement, parce qu'on serait probablement très nus, et finalement il resterait qui on est, et derrière ça, il y a probablement toutes ces relations où l'on voit qui l'on a autour de nous, et finalement les valeurs qui nous rassemblent, parce que quelque part quand l'argent n'est plus là, peut-être les masques tombent aussi, et à ce moment-là il reste qui on est, et je pense que c'est un exercice assez intéressant. Oui, je te rejoins, Olivier. Moi, j'aime bien différencier l'essentiel de l'important. Pour moi, l'essentiel ne s'achète pas. La qualité des relations, l'amour, le fait de contribuer à quelque chose de positif. Pour moi, ça ne s'achète pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'essentiel, que si on n'a pas dans notre vie, on peut être très riche, mais on a l'impression de passer à côté de notre vie. Alors que l'important s'achète, et l'important, effectivement, ce qui peut être un endroit de qualité où on habite, une bonne literie, ça peut être des choses comme ça s'achète, mais pas l'essentiel, et il resterait effectivement l'essentiel, et je crois que c'est effectivement quelque chose auquel nous avons urgemment besoin de revenir aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Christian, mais c'est pour ça que j'adore la montagne. Parce que quand vous êtes en montagne ou quand vous êtes dans une cordée, qui vous êtes ne compte pas. C'est quelle est la valeur que vous apportez à la cordée, comment vous avancez ensemble, comment vous prenez soin de l'autre, vous faites attention à vos pas et autres, ou à la façon dont vous menez l'ascension. Et moi, j'adore ces moments, mais qui, c'est vrai, sont des moments trop rares, où qui vous êtes n'est pas le sujet. Ce que vous avez fait, l'argent ou quoi que ce soit, ce qui compte, c'est votre personne et ce que vous venez faire dans ce projet qui, là, en l'occurrence, c'est un projet de montagne. Donc, Oui, de ce que j'entends de ce que dit Olivier, c'est comme si cet esprit de cordée, on aurait à le retrouver de manière beaucoup plus collective, d'aller ensemble quelque part, mais c'est autant en y incluant tout le monde, les politiciens, les patrons d'entreprise, les collaborateurs, et ça va loin, mais c'est vrai que c'est vraiment un état d'esprit pour moi qui mérite d'être mis au premier plan. Oui, absolument. Oui, pour parler de l'essentiel, de la différence entre l'essentiel et l'important, tu t'es appuyé notamment sur les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross qui a travaillé sur le deuil et la fin de vie, parce qu'au moment du bilan final, personne ne parle effectivement d'argent, de coût de la vie ou d'autres, mais d'amour et de relations finalement. Mais alors au quotidien, c'est pas forcément si facile que ça à appliquer. Comment est-ce qu'on fait justement pour être sûr que l'argent est à sa bonne place, pour ne pas sacrifier ce qui nourrit notre âme, c'est-à-dire l'essentiel ? C'est une vaste question, et c'est tout un chemin en fait. Je crois que c'est le chemin en tout cas partiellement d'une vie. Mais déjà, juste de s'interroger sur son rapport à l'argent, d'apprendre juste déjà à s'observer, à quel moment il y a des peurs qui se manifestent, des tensions, comment est-ce que j'ose exprimer ma valeur aussi et demander peut-être quelque chose qui serait juste, parce que pour moi, ça parle beaucoup aussi d'équilibre entre donner et recevoir. Olivier, qui a des collaborateurs, il y a sans arrêt cette notion d'équilibre donner-recevoir. L'argent fait partie, mais c'est beaucoup plus vaste que l'argent, l'équilibre donner-recevoir. Et simplement, on oublie encore une fois ça. Et c'est pour moi, c'est vrai que si on est capable de faire ce pas de recul qu'on est en train de faire là maintenant, en revenant sur l'essentiel et sur l'important, et de dire l'un et l'autre, mais l'essentiel devrait être prioritaire. Et s'il y a des peurs, comme c'était mon cas pendant longtemps, pour oser m'exprimer pleinement ou sentir ce que j'ai au fond de moi pour pouvoir le libérer et l'offrir au monde, occupons-nous de ce qui nous freine, parce que c'est comme trop dommage, effectivement, pour reprendre Elisabeth Kübler-Ross ou Bronnie Ware, l'infirmière australienne, d'arriver en fin de vie, puis se dire, merde, j'ai passé à côté, quoi, j'ai pas osé, c'est un des grands regrets, je n'ai pas osé faire ce que je me sentais appelé à faire, et moi, s'il y a bien une chose que j'aimerais ne pas avoir en fin de vie, c'est des regrets. Et toi, Olivier, comment tu remets l'argent à sa bonne place? Quelle est ta boussole intérieure pour disons, garder le cap sur ce qui est essentiel et puis le rôle de l'argent, en fait, dans tout ça? Oui, mais déjà, je pense que c'est un chemin. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'on puisse avoir la prétention de se dire aujourd'hui, je sais. Je pense que c'est quelque chose qu'on découvre au fil de son cheminement, au fil des expériences que l'on vit, au fil de nos apprentissages aussi et des discussions qu'on a avec les uns et les autres. J'ai écouté Christian quand on parlait aussi de
de la fin de vie, j'étais en train de penser, mais même à la fin de vie, l'argent peut être un cadeau empoisonné, parce qu'après, on est sur les questions d'héritage, donc on recommence. Enfin, c'est assez intéressant de se dire... On en parlera, oui. Ah, okay. Parce que se dire, voilà, la fin de vie est-elle pas elle-même aussi? Donc on retrouve ces questions. Et après, moi, ma boussole, et c'est vrai que Moi, je suis toujours quelqu'un à la fois de passion, de devoir et de projet. Donc, c'est vrai que j'ai toujours fait passer ça avant l'argent. Et l'argent, c'est vrai que j'ai eu la chance que finalement, ces projets réussissent bien. Et donc l'argent était là de façon matérielle. Mais c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Moi, mon ambition et ma boussole, par contre, là où j'avais mis beaucoup de poids, j'avais la vraie volonté de faire réussir notre projet. C'est vrai que je m'étais dit, voilà, on se disait, voilà, ce serait bien de réussir cette entreprise. Et plus on avance, plus en fait on passe un cap. Et moi, je suis toujours tourné vers le cap suivant. C'est vrai que les succès passés ou autres, ou les célébrations, c'est pas forcément ce qui va m'attirer le plus. En revanche, se dire quel est le nouveau défi, c'est-à-dire on est en France, on va être à l'international, et maintenant on a l'IA à gérer, etc., etc. Finalement, il y a toujours des défis. Et je pense que si on arrive à les transformer en projet, comme tu le disais, pour l'entreprise, parce que c'est ça aussi qui lie beaucoup plus que l'argent. Moi, j'ai énormément de collaborateurs qui travaillent avec nous depuis très longtemps. Je suis à peu près certain que c'est pas l'argent qui les retient, car on n'est pas forcément le véhicule le mieux adapté pour offrir les meilleures rémunérations, puisqu'on est un sous-traitant. On sait bien que les sous-traitants sont généralement pas ceux qui vont offrir les meilleures grilles salariales. Donc, c'est-à-dire ces gens qui restent, ils restent parce qu'ils trouvent quelque chose, qu'ils trouvent autour de nous, autour du projet, autour de valeurs, autour d'une énergie aussi. Et moi, je crois beaucoup à ces questions d'énergie positive qu'on y met, d'énergie directe, qui fait qu'à un moment donné, les personnes se retrouvent là-dedans. Donc, j'avais dit, ma boussole, ce serait plutôt celle-là, ce serait une boussole d'action, d'énergie, de transmission d'énergie. Peut-être juste pour compléter ce que dit Olivier, quand il parle d'énergie, pour moi ça parle toujours d'un projet, donc d'une idée, et l'énergie c'est l'enthousiasme qu'on y met derrière, l'enthousiasme, l'étymologie, le Dieu à l'intérieur de nous, le divin à l'intérieur de nous, et il y a quelque chose de contagieux, et c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus facilement du financement qui a une bonne idée et de l'enthousiasme que quelqu'un qui a une bonne idée puis qui a aucun enthousiasme quelque part, et c'est contagieux pour moi. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Si Désolé, on vous laisse. Vous pouvez nous poser des questions à nous. Non, parce que c'est fascinant et c'est très vrai. Je l'ai vécu dans des chapitres de vie de notre aventure entrepreneuriale. Les meilleurs moments ont été ceux-là quand un moment dans l'entreprise, difficile de savoir exactement pourquoi, tout d'un coup, il y a une énergie collective qui apparaît. Et on sent que les gens sont tous rassemblés autour de cette énergie qu'ils partagent. Ça se sent physiquement. Ça se sent physiquement. C'est malheureusement pas quelque chose sur 30 ans qu'on va vivre 30 ans parce que voilà, c'est très compliqué. Mais quand ça arrive, c'est magique. Et là, on se rend compte du pouvoir de cette énergie collective qui se crée, quoi. Est-ce qu'il y a une... Pardon, non, je t'en prie. Là, puis je vais dire, ça fait sûrement un miroir sur vous, mesdames, aussi dans la création de ce projet. L'enthousiasme, l'énergie que tu es derrière et, tout à fait. Et la place de l'argent aussi, j'imagine que tu n'es pas prioritaire. C'est là-dessus que je voulais réagir quand j'entendais Olivier parler de cette formidable énergie, parce qu'en fait, pour refaire le lien avec l'âme, en fait, on est animé par quelque chose de commun, et animé est vraiment relié à toute l'âme, toute son âme individuelle que l'on met dans un projet collectif. Et moi, ce que je trouve super rassurant quand même, c'est que contrairement à l'héritage judéo-chrétien qui laisse penser que gagner de l'argent, c'est vendre son âme au diable, vous, au moins, vous nous confirmez qu'il y a un espace de réconciliation, de rencontre, finalement, entre l'âme et l'argent. Et puisque j'ai la parole, donc je continue, parce que comme Olivier et Christian parlent beaucoup... Vas-y. Je vais la garder, parce que ce que l'on disait tout à l'heure sur ce qui se passe sur son lit de mort, et que finalement, là, ce qui compte, c'est l'amour, ce sont les relations. Ça fait vraiment écho à ce que disait Nicolas Duep dans un épisode que l'on a eu, qui était sur l'âme et se réinventer. Et donc, j'invite tous ceux qui sont en train d'écouter cet épisode d'aller aussi écouter cet épisode, parce que ça fait vraiment écho avec ce que disait Nicolas. Je peux le recommander aussi, d'ailleurs. Ah, merci Christian. Non, moi je voulais juste, avant de poursuivre,
parler d'alignement, parce que tu disais, on ne sait pas trop pourquoi, mais à un moment donné, il y a cette énergie collective très forte qui porte tout le monde. On parle finalement en quelque sorte d'alignement depuis le début entre notre âme, nos valeurs, ce qu'on fait pour avoir quelque chose avec lequel on s'épanouit. C'est aussi ça, l'énergie, c'est d'être à un moment donné aligné entre le cœur, l'esprit, l'âme, et peut-être que les choses après avancent comme ça de manière beaucoup plus facile, fluide, avec une force qui porte chacun de nous. Je ne sais pas si ça vous parle, mais oui, c'est la réflexion que j'avais. Et cet alignement, il vient aussi, après, ça crée un alignement sur un projet d'entreprise, sur une façon de mener ce projet, et sur une force collective, parce que finalement, une énergie donne une force collective. Et puis tout ça, ça s'entraîne. C'est ça qui est magique. On voit bien que quand une force collective commence à émerger, après, c'est quelque chose, pas d'inarrêtable, mais c'est quelque chose de vraiment puissant, et qui est un vecteur de cohésion et d'alignement, comme tu le dis, qui est un outil magique. Ça me fait penser à une question, d'enchaîner, Sandy. Toi, Christian, quand tu accompagnes les gens sur ce rapport, cette relation à l'argent, pour la pacifier, est-ce que tu te rends compte justement que finalement, oui, bien sûr, tu vas creuser des choses qui sont très personnelles, mais que ça fait un travail un peu plus global, justement, d'alignement de la personne avec ce qu'elle est, pas uniquement avec l'argent, évidemment, et que ça les transforme très profondément. Alors oui, et c'est pour ça que j'aime autant ce thème, c'est que la relation à l'argent n'est qu'une porte d'entrée, mais le fait que nous ayons donné beaucoup de pouvoir à l'argent, comme ça parle de toute une partie de notre pouvoir que nous avons perdu puisque nous le donnons à l'extérieur, l'idée c'est d'aller se réapproprier ce pouvoir pour pouvoir justement mener une vie qui a du sens et que l'argent soit au service de ce projet. Donc ça veut dire, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème-là, c'est parce que je vois que la conséquence de travailler son rapport à l'argent, ça a beaucoup plus d'incidence que juste l'argent. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent « c'est dingue, j'ai renoué des relations de qualité dans le couple », parce que des fois dans le couple c'est un sujet compliqué, mais des fois avec les parents, avec d'autres personnes et tout, et que ça a vraiment une incidence parce que j'ai une posture différente, automatiquement ma relation aux autres va changer aussi. Et alors pour revenir à l'héritage dont tu parlais tout à l'heure, Olivier. J'avais anticipé. Non, mais c'est vrai que le poids du passé joue un rôle important dans notre relation à l'argent. Et Christian, d'ailleurs, dans tes conférences, tes interviews, tes formations, tu dis que nous portons tous des mémoires générationnelles qui créent des loyautés inconscientes et qui vont nous conduire soit à rejeter l'argent, tu en parlais tout à l'heure, soit à stagner pour rester sous un plafond de verre parce qu'on ne veut pas trahir son propre clan. Mais alors comment on fait pour se libérer justement de ce poids ? C'est-à-dire que en fait, inconsciemment, on est loyal, je dirais, à tout le paquet souvent, que ce soit bon ou moins bon. C'est-à-dire qu'on va porter des mêmes croyances, on va porter des autorisations à réussir ou pas. Quand j'entends Olivier, je dis waouh, génial. En tout cas, je sais pas de quel milieu il vient, mais peut-être bien qu'il s'est autorisé d'être déloyal à certains fonctionnements. Ça le dira, voilà, tout à fait. mais pour dire, il y a encore pas plus tard qu'avant-hier, j'ai encore fait un travail de déloyauté à certaines lignées chez moi qui étaient comme prisonnier de voir petit, ne pas s'autoriser à voir grand. Alors, je suis très content de là où je suis, mais en même temps, je sens qu'il y a encore des choses chez moi qui bloquent, qui coincent, qui ne s'autorisent pas pleinement à rayonner encore plus qui je suis. Et simplement de voir que parfois, de certains milieux d'où on vient, on s'autorise à faire un petit peu mieux, c'est comme acceptable, mais juste rayonner pleinement qui on est, qui potentiellement nous ferait avoir beaucoup de succès. Je mets des guillemets sur le mot succès, évidemment, chacun y met ce qu'il veut derrière, et comme un interdit parce que qui suis-je pour penser pouvoir faire mieux ou nettement mieux que là d'où je viens, en quelque sorte. Donc c'est vraiment ça, c'est de voir à quoi j'ai envie d'être loyal, et parfois j'ai vraiment envie d'être loyal à des valeurs chères qui m'ont été transmises, et à quoi je m'autorise d'être déloyal, et déloyal c'est pas du rejet ou un manque d'amour, c'est vraiment une autorisation à faire, à voir ou à croire autrement. S'autoriser à faire autrement Oui. que tous les messages que l'on a reçus à travers ses parents et toute la lignée finalement. Absolument. Et toi, Olivier, donc quel a été ton héritage familial ? Qu'est-ce que t'ont transmis tes parents par rapport à cette relation avec l'argent ? J'ai envie de dire, moi j'ai eu de la chance parce que en fait, on m'a transmis des valeurs. Et je pense que l'argent n'a jamais été vraiment le sujet de discussion autour de la table. Et c'est vrai que c'était plutôt sur des valeurs de transmission, des valeurs de famille. Et donc je pense que c'est là-dessus en fait que je me suis construit. Et puis après, avec chacun son caractère, moi ayant le mien, on décide de mener son propre projet. Mais j'ai envie de dire, je pense pas que j'ai eu à être ou déloyal ou à m'émanciper de quelque chose, mais plus d'avoir eu la chance de recevoir
bagage, j'ai envie de dire, de valeurs, si on peut s'exprimer ainsi. Et ensuite de voir comment moi j'allais faire mon chemin de vie autour de ça. Donc j'ai envie de dire, je suis plus finalement dans la transmission de cet héritage de valeurs que de l'invention ou d'un chemin différent. Peut-être qu'il y avait déjà une relation apaisée à l'argent dans ta famille, parce que Christian, tu parles de loyauté inconsciente. Donc parfois sans qu'il y ait des choses qui soient verbalisées ou transmises. Moi, dans ma famille, le rapport à l'argent, il est compliqué. Et effectivement, ça peut être complètement inconscient d'avoir intégré qu'il fallait pas gagner trop, qu'il fallait pas dépasser certaines étapes. Ça, c'est pas forcément des choses qui sont conscientisées, mais visiblement, chez toi, c'était très, très sain et apaisé. Ouais, je sais pas si on peut dire que c'était apaisé, parce que je pense que ça l'est jamais dans des familles ou autres. Donc, il y a toujours ces questions-là. Mais en tout cas, si on prend comme une échelle de valeur dans ce qui constituerait un modèle de réussite ou un modèle de chemin de vie ou d'études ou autre, l'argent n'a jamais été le sujet premier. Et donc, du coup, c'est vrai que de ce côté-là, ça facilite les discussions. Et ça n'a pas été un frein non plus. Non. Et Christian, tu peux revenir sur tes déloyautés personnelles. Tu disais, moi-même, il n'y a pas longtemps, j'ai encore pris conscience de certaines choses. Quelles sont les trahisons que tu as dû faire par rapport à ton propre clan ? Ouais, alors moi, je vois pas ça comme une trahison, parce que ça serait comme compliqué si on veut. Hein. Mais c'est le fait de voir que, je pense à mes grands-parents que j'ai bien connus, hein, qui étaient du côté de Zurich, qui habitaient dans une commune très riche, mais eux, dans une maison à logement modéré, avec une forme d'aide sociale, si on veut, au loyer, pour des gens extrêmement modestes. C'est sûr que moi, j'ai ce modèle de personnes qui voient petit, et c'est normal de voir petit, et ma mère était prise là-dedans aussi. Alors bon, elle a marié un entrepreneur qui l'a complètement sorti de ce thème-là, mais mon père a fait 2 faillites, donc et mon père qui vient d'un milieu très paysan, aussi avec très peu de moyens, c'était ouvrier ou paysan, et c'est comme si ces faillites les avaient ramenés les deux de là d'où ils venaient en quelque sorte. Comme si on avait voulu autre chose et la vie nous ramenait à autre chose, au point de finir, mon père est décédé, ma mère est toujours en vie, mais à un moment donné, de finir avec de l'aide sociale de là où ils habitaient, si on veut. Hein. Donc quand même des côtés montagnes russes très forts, et mon père était pourtant, je pense, un entrepreneur, enfin, en tout cas, avec des belles valeurs, mais un piètre gestionnaire, il a fait du mieux qu'il pouvait, évidemment, et une relation à l'argent extrêmement compliquée, ça c'est sûr. C'est marrant ce que tu dis, Christian, parce que je suis en train de penser, mon grand-père paternel, et lui aussi, donc était paysan, aussi dans le sud-ouest de la France, donc des familles plutôt pauvres. Et je suis en train de me dire, il y a probablement aussi cette transmission de se dire que gagner un peu d'argent, on sait de quel travail, de quel labeur que l'on met dans la tâche qu'on a à accomplir, ce que cela représente pour gagner cet argent. Et donc, je pense dans la transmission, alors c'est pas une déloyauté, hein, c'est toujours cette logique de transmission. Je pense que moi, j'ai toujours eu ça en tête, de se dire que je crois dur comme fer à la valeur du travail, au labeur, à l'effort. Et donc, je pense que dans l'argent, il y a aussi ça, il y a aussi ce reflet de ce travail, de ce labeur. Et je pense que ça vient aussi de cet héritage familial, de dire l'argent n'était pas sur la table. Il y a 2 générations, elle s'est constituée petit à petit quelque part de mon grand-père, ensuite mon père, et puis aujourd'hui moi-même, et demain d'autres. Mais voilà, c'est finalement dans la famille quelque chose qui s'est installé progressivement par le travail. Et c'est ce que tu transmets aujourd'hui également à tes enfants, puisque tu es père de 3 enfants. Vous avez une vie plutôt privilégiée. Ce sont les valeurs fondamentales que tu souhaites leur transmettre, et comment tu le fais ? Oui, alors j'ai envie de dire, on a même une vie très privilégiée, on peut dire. En tout cas, ils ont une vie privilégiée, on a une vie privilégiée. Et c'est quelque chose sur lequel je suis très attentif, voire même parano. Donc, c'est-à-dire parce que, comme je le disais, là, on s'habitue à l'argent. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, de partir en vacances, d'aller dans des bons restaurants, tout en étant largement capable de se rendre compte de ce qu'on paie. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et de faire en sorte que nos enfants s'en rendent compte, de se dire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se l'autoriser, mais ça veut dire qu'on va bien se rendre compte que oui, c'est exceptionnel. Et voilà ce que ça peut représenter, peut-être pour des gens qui ne gagnent pas la même somme. Donc moi, j'ai toujours eu dans cette éducation, je suis très attentif à cette notion de dire, faisons attention au développement donc de mes enfants.
aux valeurs qu'on veut véhiculer. Et je sais que là-dessus, je les habitue pas à un argent que pour l'instant, alors ils ont 22, 15 et 7 ans, ils n'ont pas gagné. Hein, donc il faut faire très attention à leur propre construction, parce que, comme je le disais, si ça vient comme ça, après on a du mal à se rendre compte d'où ça vient. Et du coup, quand on ne sait pas d'où ça vient ou comment on l'a gagné, je pense qu'il est quand même difficile de se dire comment on va l'utiliser ou ce qu'on va en faire après. Parce que le rapport ou le cheminement, et c'est trop court en fait, on ne l'a pas eu. Si dès le plus jeune âge, on a beaucoup d'argent sans le comprendre, je pense que le cheminement, il n'est plus là. Et dans ce cas-là, indépendamment de la qualité des personnes, hein, des enfants, inévitablement, on va aller vers des situations qui peuvent être un peu délicates. Donc on comprend bien que la question des valeurs transmises et des valeurs intégrées par les enfants, par notre entourage, est fondamentale. Cette question des valeurs est aussi au cœur de la période qui nous concerne, puisque je signale que nous enregistrons cet épisode entre les 2 tours des élections municipales en France. Et si je fais cette allusion au contexte électoral, c'est pas un pur hasard, parce que toi, Christian, tu décris l'argent comme un bulletin de vote. Qu'est-ce que tu mets derrière cette expression ? Oui, moi je dis que l'argent est le bulletin de vote certainement le plus puissant que nous ayons, avec l'amour quand même si l'amour c'est moins visible, moins perceptible. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont nous utilisons notre argent va construire la société de demain. À un moment donné, si on a envie d'avoir des petits commerces autour de chez nous, allons consommer, acheter nos produits alimentaires ou mes livres, pour prendre un exemple. Moi qui ai écrit plusieurs livres, je vais dans les librairies. Autrement, si je veux que les libraires existent, il n'y a pas d'autre moyen que de moi-même voter pour les libraires en allant chez eux plutôt que sur les plateformes qui font ce qu'ils font, mais pas toujours avec les valeurs qui sont les miennes. Donc en fait, la manière dont on choisit d'utiliser son argent, de faire circuler son argent, fait que ça va encourager certains et peut-être à la place d'autres, parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles je ne partage pas leurs valeurs, de grosses sociétés, entre autres, et je n'ai pas envie de les encourager à continuer de la sorte en achetant leurs produits. Donc j'essaie d'être vigilant avec ça, et je pense que si nous le faisons de manière collective, en mettant un peu plus de conscience dans nos comportements, ça va aussi donner une indication et ça va donner une direction différente. Et encore une fois, ça c'est possible dès le moment déjà où on a aussi apaisé ce rapport à l'argent, parce que comme la peur de manquer est largement la problématique numéro 1 dès qu'il s'agit d'argent, quand on a la peur de manquer comme je l'ai eu, j'ai vu que j'avais la caméra tournée sur moi. C'est-à-dire que je m'occupais juste de mes peurs et je voulais acheter le meilleur marché en me disant, même si c'est produit à l'autre bout du monde, même si ça a des conséquences, j'étais pas conscient de ça parce que j'étais juste braqué sur moi, sur ma peur, essayer de la limiter en quelque sorte. Et je vois que d'être plus en paix, je dis ok, peut-être que c'est un prix plus élevé, mais en même temps j'encourage quelque chose. Et si on a envie que nos enfants aient du travail autour de chez nous, c'est sûr que ça va demander d'encourager aussi les sociétés qui font quelque chose autour de chez nous. Donc c'est dans ce sens-là que je l'entends. En fait, ce que je comprends, c'est que la façon dont on utilise l'argent, c'est une façon aussi de voir la société qu'on voudrait bien d'y participer. Ouais. Mais c'est aussi une manière d'être plus conscient soi-même et de se tourner un peu plus vers l'autre que vers soi. C'est ce que j'entends un peu dans ton propos. En tout cas, de mettre du « et », c'est-à-dire que oui, j'ai envie que ce soit et bon pour moi et bon pour la société dans laquelle j'ai envie qu'elle évolue, que mes enfants et mes petits-enfants puissent vivre un jour également. Et c'est pour ça qu'après, je pense qu'on y viendra, mais le fait que Olivier fasse de la philanthropie, pour moi, Exactement. C'est aussi une merveilleuse manière de faire circuler l'argent d'une manière qui a du sens et qui construit également quelque chose d'important. Christian fait les transitions. Exactement, voilà. tu travailles pour nous, mais c'est vrai que toi, tu as à cœur... La facture sera élevée. Voilà. Avec le cœur. Mais non, c'est vrai que tu as à cœur d'avoir un impact positif sur le monde. On l'a dit, tu vas nous raconter un peu via ton entreprise comment tu as pu changer la donne dans la vie de certaines personnes. Tu as créé une fondation avec ton épouse qui s'appelle Altitude, je le disais. Et toi, c'est pour revenir à l'origine, finalement, c'est quand même grâce à ton métier et à sa réalité de terrain, qui n'était pas toujours facile, que tu t'es... lancé un peu dans cette aventure. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire et nous raconter ce qui t'a engagé dans cette voie ? Oui, alors en fait, c'est un peu un cheminement. Moi, j'ai un métier qu'on connaît qui est la relation clientèle, qui a l'énorme avantage, quelque part, d'être souvent méconnu et avec des
est probablement mal jugé ou mal perçu. Pas bien valorisé. Pas bien valorisé, à tel point qu'il n'y a pas de cursus d'éducation, il n'y a pas de diplôme de la relation clientèle, qui est pourtant un métier de soft skill, donc c'est assez rigolo quand on y pense aujourd'hui. Mais en 1994, savoir communiquer avec autrui, utiliser des systèmes d'information et dédramatiser des situations compliquées et émotionnelles n'était pas reconnu comme étant finalement une compétence. Donc aujourd'hui, ça a bien changé. Mais donc du coup, j'ai eu quelque part, et on a eu la chance de développer finalement une industrie avec des gens qui sont tombés un peu dans la marmite, c'est-à-dire que n'étant pas reconnus par l'éducation, finalement, ces personnes sont venues à la relation clientèle un peu par accident. Donc ça veut dire avoir des parcours un peu cabossés, des parcours de vie ou d'études un peu heurtés. Moi, on a toujours développé la société comme une société d'intégration et de formation et d'upskilling. Et donc avoir des parcours de vie incroyables de personnes qui, grâce à nos métiers, retrouvent une colonne vertébrale, se développent, apprennent et évoluent dans l'entreprise. Et je trouve que, et ça c'est pas un cas, j'en ai des milliers autour de moi, et je trouve que c'est absolument magique. Donc ça m'a toujours bercé. Et du coup, ça a été un cheminement de me dire comment on peut utiliser l'énorme pouvoir de notre société qui est faite à la fois de technologie et d'hommes, parce que dans le monde, on embauche plus de 100 000 collaborateurs. Donc c'est un actif énorme. Et on s'est dit, si on a tous ces collaborateurs, comment on peut aussi essayer de faire plus d'impact, plus d'inclusion. Et donc, c'est ce qui a été un petit peu à l'origine de la création de la fondation de la société, qui s'appelle foundever.org, dont l'objectif est justement de pouvoir intégrer dans l'emploi des personnes plutôt de milieux défavorisés ou éloignés de l'emploi au travers des métiers de la relation clientèle. Et on a des histoires incroyables dans tous les pays. Et c'est ce qui a aussi donné lieu au fait que personnellement, j'ai décidé de monter avec mon épouse la fondation Altitude il y a un peu plus d'un an sur le sujet de l'éducation et des inégalités scolaires en France. Voilà, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin et d'avoir une fondation familiale ? C'est toujours l'envie de faire plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'actions que je peux entreprendre dans le cadre de l'entreprise, parce que c'est le champ de l'entreprise, sa vie, son œuvre. Donc, comme je le disais, l'inclusion au travers des métiers de la relation clientèle. Mais après, il y a d'autres actions qui me tiennent à cœur sur l'éducation, la façon dont on peut mieux accompagner nos jeunes, mieux les former, mieux les éduquer pour derrière qu'ils puissent cheminer dans leur vie. Ça, c'était plus difficile de le faire au sein de la société. Et donc, c'est là où je me suis posé la question en disant comment je peux être utile. Je vis en plus aux États-Unis depuis 10 ans, pour des raisons professionnelles, je tiens à préciser. Parce que, voilà, on va vite fait de tirer des conclusions hâtives. Et donc, c'est vrai que du coup, je me suis dit, non, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire en France pour être utile ? Et immédiatement, je me suis dit, voilà, il y a 80 000 jeunes qui sortent chaque année du milieu scolaire, dont on le sait, sont plutôt défavorisés, et avec la France qui aujourd'hui est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Et donc, moi, de par mon tempérament d'action, je me suis dit, il y a deux postures. La posture de je commente les chiffres et je râle et je dis c'est pas bien. Bon, ça c'est un côté. Ou il y a le deuxième qui est de dire essayons de faire quelque chose pour changer. Ou si on peut pas changer, au moins commencer par aider un maximum de jeunes. Et donc moi j'ai choisi la voie de l'action. On a choisi avec mon épouse, je dois dire. Voilà. Et c'est ce qui est génial, c'est à la fois un projet de vie, mais c'est aussi un projet familial. On sent vraiment que la générosité donnée, c'est un vecteur de joie. En quoi ça nourrit davantage ton âme, ce rôle de philanthrope par rapport à ton rôle d'entrepreneur ? Parce que tu as dit, à un moment, je voulais aller plus loin. Je ne pouvais pas faire plus avec l'entreprise, donc je voulais aller encore plus loin. Je pense qu'il y a un côté... Déjà sur ce sujet même de l'éducation, c'est vrai qu'en se centrant sur un seul sujet, qui est vaste, l'éducation, déjà on rencontre des gens absolument formidables.
Je me suis rendu compte, parce qu'on a aussi des préjugés. Hein. J'avais des préjugés avant de venir dans le domaine de la philanthropie, même si j'étais déjà membre d'Ashoka depuis 2013, donc j'avais déjà eu la chance d'accompagner des entrepreneurs sociaux. Mais c'est vrai qu'en décidant vraiment de se mettre à plein dans le projet, on découvre des gens incroyables. Christian en parlait sur le rapport de l'argent et du sens. C'est vrai que de plus en plus, dans l'économie sociale et solidaire, on rencontre des jeunes qui ont fait des écoles de commerce, qui pourraient aspirer à des travails bien mieux rémunérés, qui d'emblée, jeunes, prennent vraiment la décision de se dire moi je veux œuvrer pour l'intérêt général, mais dans un sens pas que de charité, dans un sens aussi d'efficacité, dans le sens de dire comment on peut vraiment aider à changer la société. Et du coup, pour répondre à ta question, ce que ça nourrit, ça, c'est des choses incroyables. Quand on rencontre ces personnes, on a quand même des étoiles dans les yeux parce qu'on se dit, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Est-ce que moi, à cet âge-là, j'aurais pris cette décision de me dire, je me lance dans l'intérêt général, à 24, 25 ans. Et donc, quelque part... en fait, ça oblige un peu, j'ai envie de dire. C'est un peu, c'est pas que l'argent, mais c'est voir ces gens se dire à la fois du côté de ceux qui en bénéficient, qu'on peut aider, et du côté des personnes qui ont commencé jeunes et après pendant 10 ans, 20 ans vont se dédier à cette cause. Quand on a la possibilité de les accompagner, ça oblige. On se dit, on doit faire quelque chose, on doit être à la hauteur, on doit contribuer. Donc je pense que c'est ça que ça apporte. Et puis c'est des rencontres, c'est des richesses, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est des lieux de discussion incroyables qui, par rapport à mon secteur que j'adore, mais qui reste celui de la relation clientèle, là, je crois que c'est toi, Christian, qui le disais tout à l'heure, on a vite fait de se regarder le nombril quand même, hein, parce que toute industrie est un village. Et donc, c'est vrai que ça fait du bien aussi de sortir de son village, de sortir de sa zone de confort aussi, de se retrouver avec d'autres. Et quand on va rencontrer des jeunes... qui bénéficient des programmes des associations qu'on accompagne, c'est formidable, parce que ça nous montre que, quelque part, j'ai envie de dire, si on fait bien les choses, tout est possible quand même. Tout est possible. Après, voilà, il faut le structurer, il faut avoir les bonnes politiques d'accompagnement. Ça rappelle que chacun, dans son chemin de vie, est capable d'entreprendre des trucs incroyables, avec chacun, pour reprendre l'expression de l'analogie de la montagne, chacun à son sommet. C'est pas forcément obligé d'aller faire le Mont Blanc ou l'Everest ou l'Annapurna. On peut juste faire la colline d'à côté de la maison et c'est formidable. Et on peut progresser. Et on peut largement progresser. Puis c'est ce que tu tiens à cette notion. C'est porteur d'espoir, hein, quand j'entends Olivier ce qu'il dit. Moi, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Alors, je le sais déjà, mais c'est encore plus confirmé. Et c'est pour ça que la société bouge et va bouger encore, parce qu'il y a des jeunes qui font d'autres choix que nous faisions, en tout cas dans ma génération et tout. Et je trouve ça magnifique. Et toi, ce rapport joyeux justement à l'argent, comment tu le vis, comment tu l'exprimes ? Si tu veux, moi je trouve que moi dans mon approche, c'est vraiment comment on fait dans les transactions que l'argent nous rapproche les uns des autres plutôt que nous éloigne. On a beaucoup plus d'expérience où l'argent nous éloigne parce que on a l'impression qu'on veut faire une bonne affaire sur mon dos. Tu vois, ça crée de la méfiance en fait, et parce qu'il y a tout un système qui a fonctionné comme ça, et c'est à nous qui pouvons changer de système. Et c'est vrai que des fois, quand on me demande de venir faire en conférence, on me dit c'est combien votre conférence c'est que vous ? Je dis je sais pas, on va essayer de trouver le meilleur arrangement possible pour que ce soit bon pour vous et bon pour moi. Si on arrive, c'est magnifique, et on va essayer au moins. Et là, ça nous rapproche plutôt que de dire c'est ce prix-là, vous avez l'argent, tant mieux, c'est pas l'argent, tant pis pour vous. C'est pas mon fonctionnement. Et c'est vrai que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de voir les questions d'argent. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, et en reparlant sur l'utilisation de l'argent, aujourd'hui, il y a plein de jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, qui ont des super projets. Ils ont l'enthousiasme, ils ont les idées, ils n'ont pas l'argent. Il existe le financement participatif, le crowdfunding, comme on appelle ça aussi, qui permet de financer des projets de gens que je ne connais pas, mais que je vois sur des plateformes. Je me dis, waouh, ils vont créer de la permaculture, on va faire une boulangerie au feu de bois, on va recréer des choses qui ont du sens, et on peut participer avec son argent en le donnant, parfois en le prêtant, pour que ces projets existent. Je me dis, si ces projets existent, le monde est déjà un petit peu meilleur qu'avant. Ça me fait penser, parce que j'ai beaucoup insisté sur les jeunes, mais Christian a raison, c'est toute génération. Et on se rend compte, quand on regarde un peu la philanthropie, que c'est impressionnant dans le nombre de, quel que soit à la fois la fonction sociale, la position sociale, le patrimoine qu'on peut avoir, et l'âge ou la génération, la capacité qu'un projet a de fédérer
des énergies, du bénévolat, du mécénat de compétences. Et ça, c'est aussi enthousiasmant. C'est-à-dire que c'est effectivement pas que les jeunes, c'est transgénérationnel. Ouais. Et ça rapproche parce qu'on voit des jeunes mentorés par des personnes plus âgées, donc plus expérimentées, dans le cadre de projets d'intérêt général. Et c'est fantastique. Et ça me fait penser à ce que tu nous disais pendant qu'on préparait cet épisode, où on te demandait ce que la philanthropie qu'est-ce que tu avais appris à travers la philanthropie, et tu nous as dit notamment que tu avais, alors je sais pas si c'est une découverte, une révélation, en tout cas que tu croyais profondément que la nature humaine était bonne et que chacun de nous avait un talent. Alors justement, est-ce que ça c'était une découverte, ça a été une confirmation en tout cas de te dire que l'humain est bon? Alors, l'humain est bon, je ne sais pas si c'était une découverte, mais en tout cas, j'ai le formulé différemment. C'est vrai, quand je suis rentré dans ce milieu de l'éducation et on va dire de l'égalité des chances, j'étais quand même pas mal bercé d'une certaine idée de la méritocratie, ayant moi-même pu bénéficier d'un système où j'ai pu faire de bonnes études, j'ai pu faire une grande école. Et c'est vrai que j'étais quand même pas mal dans cet esprit de me dire, si on travaille, voilà ce que l'on mérite. Et rentrer un peu dans la philanthropie a complètement changé mon regard là-dessus. Bon, déjà parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup rencontré. Et quand on rencontre les gens, on se rend compte que, quand on dit l'humain est bon, oui, et j'en reviens là, parce que, en fait, un capital culturel à la maison, des habitudes de questionnement, avoir autour de soi des gens qui sont à même de vous accompagner, ça change considérablement. Et moi, quand je mettais derrière méritocratie de dire, il suffit d'avoir un peu ses livres, ses devoirs, d'avoir la volonté de s'y mettre, on se rend compte que non, avoir une méthode de travail, une méthode d'apprentissage, le goût d'apprendre l'environnement, c'était pas du tout quelque chose d'inné. Et qu'à un moment donné, et c'est des choses un peu compliquées à cerner, je pense, parce que il n'y a pas comme ça de révélation. C'est des petites choses du quotidien qui font qu'à un moment donné, il y a un corpus quelque part qui va s'établir, je pense, ou ne va pas s'établir. Et donc ça, pour revenir à la question, oui, je me suis rendu compte, ça j'en étais déjà convaincu, mais c'est vrai que là pour le coup, ça revient à pleine lumière. Chaque personne a un talent, ça c'est une certitude. La question, c'est de l'aider à se dire où est ce talent et en tout cas comment il peut mieux l'exprimer dans un projet de citoyen, de travail, etc. De façon à pouvoir participer à la société. Mais on peut pas se dire qu'aujourd'hui il y a des personnes qui n'ont pas un talent. C'est pas vrai. Donc ça c'est beau de le voir en fait. Donc c'est pas quelque chose dont j'étais pas conscient, mais c'est mieux de le voir et de l'apprécier sur le terrain. Et toi, Christian, sûrement que dans tes formations, dans tes accompagnements, tu fais aussi l'expérience de ça quand tu es face à des personnes qui viennent et puis que tu les vois comme ça évoluer, se transformer et trouver certainement cet équilibre entre cette relation pacifiée à l'argent, cette relation pacifiée à soi. Et j'imagine qu'on n'est jamais que généreux ou que radin. Non, heureusement d'ailleurs, généreux, radin, on peut dire, il y a aucune limite, il n'y a aucune formule mathématique qui décide qu'on est généreux ou radin. Ça existe dans nos têtes, mais je veux dire par là, ce sont que des perceptions déjà au départ. Moi, j'attire beaucoup de ce que j'appelle des entrepreneurs de cœur, donc des personnes qui ont envie de contribuer à quelque chose de positif dans le monde, et au fond, le rapport à l'argent est un frein. Et une des raisons, et ça fait un lien avec ce qu'Olivier a dit tout à l'heure, c'est que la croyance la plus répandue que la question d'argent, c'est il faut travailler dur, beaucoup ou longtemps, voire souffrir pour gagner de l'argent. Ça, c'est la croyance de loin la plus répandue. Et autrement dit, ces gens, comme ils sont justement dans leur talent, ils sont dans leur talent naturel, et quand on fait quelque chose qu'on aime, moi, ça me prend pas d'énergie, discuter avec vous, c'est naturel, c'est facile, ça me donne de l'énergie. Donc, quand on fait des choses qu'on aime, en fait, ça nous donne de l'énergie. Puis, les gens disent, non, mais comment je peux m'autoriser à gagner de l'argent, même en quantité, alors que je fais quelque chose qui est tellement facile, qui me demande aucune énergie. Donc, c'est comme si ça va tellement à l'encontre de leurs croyances, que c'est comme une impossibilité. Et c'est même pire que ça, c'est qu'inconsciemment, ces personnes-là vont s'attirer des difficultés comme pour mériter comme leur argent, parce qu'ils ont comme un peu souffert quand même. On arrive à la fin de l'épisode, mais il y a quand même une question qu'on a vraiment envie de vous poser, surtout par rapport à ce que tu viens de dire, Christian, avec cette idée de
pour mériter d'avoir de l'argent, il faut vraiment souffrir et en Souffrir. baver. Il y a cette expression, le coût de la vie, qui quelque part induit aussi inconsciemment que vivre, ça doit nous coûter quelque chose. Oui, et puis Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre ? J'ai envie de dire le coût de la vie. Moi, je le vois plus dans la notion. La vie est quand même une suite d'épreuves. La vie n'est pas linéaire. La vie, elle est faite de petits bonheurs, de grandes douleurs, à nouveau de petits bonheurs. Et je pense que, je ne sais pas si c'est tout à fait la bonne réponse, mais en tout cas, le coût de la vie, il est aussi quelque part à la mesure de ce qu'on donne. J'ai envie de dire, on sait bien que à un moment donné, en se construisant en alignement avec qui on est, avec son entourage, ça peut être sa famille, avec des amis, autour de certaines valeurs. Finalement, est-ce qu'on parle d'un coût de la vie ou est-ce qu'on parle plutôt d'opportunité de faire de la vie un formidable vecteur quelque part, moi je dirais d'action parce que c'est ce vers quoi je suis porté, et se dire que à la fin, on aura peut-être fait de ces années, quelles qu'elles soient, décennies, quelque chose qu'on estime être positif. Et encore une fois, dans l'appréciation de ce positif, c'est aussi très personnel, je pense. Donc, moi, je ne sais pas si je parlerai de coût de la vie, parce que je suis toujours assez naturel, très, très optimiste. Donc, je pense que chacun a la capacité de transformer son épisode de vie en quelque chose de signifiant pour soi, pour son entourage, pour les autres, qui n'est pas toujours facile à trouver et qu'on n'a jamais fini probablement de trouver, mais sur lequel on peut travailler. Et toi, Christian, Oui. ça évoque quoi pour toi, cette expression ? Alors déjà, le mot coût, j'ai envie de dire, c'est C-O-U-P ou C-O-U. C'est français, c'est Oui, c'est vrai. Et ça peut être l'un et l'autre, en Dans fait. tous les cas, dans les deux cas, on paye. Alors voilà, il y a un prix à payer, cette fameuse expression aussi, pas très sympathique. Mais quelque part, moi, j'utilise peut-être un mot un peu nuancé, c'est que pour moi, nous vivons qu'une suite d'expériences dans la vie. Et nous vivons une expérience à ce moment-là maintenant. Je suis venu au taxi tout à l'heure, c'était une expérience, ça roulait vite, ça freinait, ça bloquait, c'était aussi une expérience. Donc c'est toute une série d'expériences. Certaines sont plutôt agréables à vivre, d'autres sont plutôt compliquées à vivre. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais de ces expériences ? Est-ce que je les subis ? Est-ce que je les vis en mode victime ou est-ce que je les vis en mode apprentissage ? Et en tout cas, pour moi, la vie est une suite d'opportunités d'apprentissage que je saisis pas, et qui fait que quelque part, il y a quelque chose qui va évoluer en moi, peut-être aussi être un peu plus sage aujourd'hui que je l'étais avant, et qui va me permettre de m'autoriser à des choses aussi. Et peut-être une chose que j'ai pas dit avant, mais je crois que des fois, et ça va vraiment avec notre notion d'âme, c'est que des fois, on se sent appelé à faire quelque chose. C'est comme un non-choix, quoi. C'est comme c'est une évidence, même si notre mental va dire, mais c'est de la folie, tu devrais si. Non, mais il y a une sorte d'élan intérieur, on sait pas d'où ça vient parfois, et on se sent appelé. Et c'est là où je pense qu'effectivement que, par rapport à cette expression coût de la vie, je trouve qu'aujourd'hui, on a plutôt à apprendre à mettre un peu plus de douceur dans notre vie. Je trouve qu'on a à apprendre à être un peu plus doux avec nous-mêmes, parce que moi, en tout cas, Olivier, je le sens avec beaucoup d'exigence, aussi, même vis-à-vis de lui-même, aussi, je trouve que je l'entends. Et ça fait aussi miroir chez moi aussi. Moi, j'ai l'âge de la retraite aujourd'hui. C'est un mot qui ne veut rien dire, tellement j'ai d'envie, d'élan de contribuer. Mais en même temps, je sais aussi que parfois, je vais aussi apprendre à être un peu plus doux avec moi-même aussi, et me lâcher un peu la grappe aussi, parfois aussi. Quel joli mot pour Oui. la fin. Ouais, Être merci. doux avec soi-même et écouter ses élans intérieurs. Bah oui, c'est merveilleux. Merci à tous les deux pour cette conversation. On arrive à la fin et finalement, on a vu avec tous les deux que notre relation à l'argent, c'est ce que tu disais, Christian, une porte d'entrée pour s'aimer soi-même et puis être apaisé, reconnaître sa propre valeur. Alors j'espère que celles et ceux qui nous écoutent pourront s'en inspirer, que ça les portera également. En tout cas, vraiment un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Et on rappelle à toutes nos auditrices et auditeurs, parce que c'est très important, abonnez-vous, donnez-nous 5 étoiles, suivez-nous sur LinkedIn et Instagram, et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode autour de l'âme et l'engagement. Merci. 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 Merci d'avoir partagé avec nous ce moment à la croisée des âmes. Nous espérons que cette conversation à 4 voix aura fait vibrer votre âme et fait jaillir des étincelles de conscience. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, restez à l'écoute de votre âme.